Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme. Aujourd'hui, j'accueille Tatiana en direct de Martinique. Tatiana est une femme incroyablement courageuse qui a surmonté des épreuves atroces dans sa vie. Elle a accepté de partager son histoire avec nous dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes. Chers auditeurs, avant de commencer cet épisode, je tiens à vous prévenir que nous allons aborder un sujet très délicat, l'inceste. Tatiana, qui vient nous partager son témoignage, est une survivante d'un viol incestueux à l'âge de 2 ans où elle a failli mourir. C'est une réalité profondément douloureuse qui touche de nombreuses personnes à travers le monde. Je veux vous rappeler qu'écouter cet épisode peut réactiver des souvenirs douloureux pour ceux d'entre vous qui ont été touchés de près ou de loin par ce genre d'événements atroces. Si vous vous sentez vulnérable face à ce thème, il est important de prendre soin de vous et de décider en toute conscience si vous souhaitez continuer ou pas l'épisode. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes, avec derrière chaque histoire un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour, merci d'être ici aujourd'hui avec nous, Tatiana. Bonjour. Alors Tatiana, tu as subi un acte vraiment atroce, que je qualifierais même carrément d'inhumain. Tu étais âgée d'à peine 2 ans. Est-ce que tu as des sortes de flashbacks où on a pu te raconter ce que tu as subi ? Alors, tout a commencé en fait. Il faut savoir que j'ai été au courant de cet événement traumatique à l'âge de 12 ans. C'est un proche qui m'a expliqué brièvement ce qui s'est passé. Concernant un sentiment d'impuissance et de profonde tristesse, ce que je tiens surtout à mettre en avant, c'est que ce proche en fait l'a pas fait par bienveillance. Alors bien évidemment, si tu te sens à l'aise d'en parler, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il s'est passé ? J'ai été retrouvée à l'âge de 2 ans dans une mare de sang gisant, en état d'inconscience, en étant totalement déchirée pour les parties génitales. Et donc ça a pu être constaté que c'était à la suite d'un viol. J'ai été transportée à l'hôpital et donc je suis passée au bloc opératoire pour avoir une chirurgie réparatrice. Je pense que les auditeurs sont comme moi, c'est-à-dire c'est très 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 difficile à entendre ce que tu as vécu. Comment cette expérience a-t-elle influencé ta vie au fil des années depuis que tu es au courant ? Cette expérience, en fait, la particularité, c'est que lorsque vous avez été victime de traumas sexuels ou de violences sexuelles, au niveau émotionnel, il faut stabiliser, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des réactions que vous-même vous ne comprenez pas. Je n'ai pas fait appel à de l'hypnose pour pouvoir me remémorer des souvenirs, mais je suis tout à fait consciente du fait, pendant des années, j'ai été sujette à des émotions par rapport aux mémoires cellulaires. C'est-à-dire que cette situation traumatique s'est cristallisée au niveau émotionnel et a mis en place des mémoires cellulaires. Donc, c'est-à-dire que la personne, en fait, donc moi, par rapport à certains comportements que je ne comprenais pas, certaines réactions, sensibilités, voilà, toutes ces choses émanent du fait que votre corps, en fait, vous parle
C'est-à-dire que lors de situations traumatiques ou même des souvenirs qui sont logés dans l'inconscient, chacun a son propre cheminement. Me concernant, j'ai constaté qu'il y avait des choses où j'avais besoin de plus de stabilité émotionnelle, c'est-à-dire mieux me comprendre. Donc pour mieux me comprendre, il fallait que je puisse avoir des éléments déterminants pour pouvoir harmoniser ma construction identitaire du stade de l'enfance jusqu'à l'âge d'adulte. Donc cette expérience, en fait, elle a mis en place une rébellion au niveau de l'adolescence quand j'étais au collège, parce que j'ai essayé de me confier à plusieurs reprises par rapport à ce qui m'avait été relaté. Je n'ai pas eu d'écoute du cadre professionnel dans l'institution, entre guillemets, c'est-à-dire les surveillants, les professeurs. Je n'ai pas eu d'écoute, bien au contraire, beaucoup de préjugés et de jugements avec les propos culpabilisants, vos réactions et tout ça. Sortir du silence, déjà, c'est pas facile, c'est un pas énorme, en tout cas ce que tu as fait. Tu as trouvé la force et le courage d'en parler et malheureusement, tu tombes sur ce genre de réaction. Comment tu t'es sentie ? Alors, une profonde amertume parce que c'était quand même un cadre d'école privée. J'attendais mieux en fait au niveau éthique et même au niveau relationnel aussi. Parce que des personnes ne comprenaient pas certaines de mes réactions au niveau émotionnel, la sensibilité. C'est vrai que j'ai été aussi été élevée dans un cocon au niveau familial avec une surprotection, donc même au niveau de la sphère amicale, c'était difficile de pouvoir comprendre, de pouvoir cibler aussi cette éducation assez stricte et en même temps envahissante. Il y a eu aussi beaucoup de déceptions au niveau amical dans mon parcours. J'avais tendance à me confier à des personnes qui étaient pas forcément des personnes qui étaient aptes déjà à recevoir ces confidences et aussi bienveillantes par rapport à mon parcours et ce que je dégageais aussi. Donc, il y a eu beaucoup de désillusions à ce sujet. Au niveau de la maternité, tu avais des appréhensions, des peurs ? Arrivée à l'âge adulte, jusqu'à la trentaine, donc jusqu'à peut-être 32, fait un blocage et je ne voulais pas du tout éprouver ce que c'est que la maternité parce que j'avais la crainte que se reproduise ce qui m'était arrivé si j'avais un bébé, c'est-à-dire que à cette époque, je ne savais pas qu'on peut citer l'appellation transgénérationnelle. Donc, je me disais que si je devenais mère, au vu de ce qui m'était arrivé alors que j'étais dans un cadre privé, familial, je ne voulais pas que le bébé, dont je suis la mère, puisse vivre aussi cette même dite situation. Donc j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie à ne pas être mère et je m'y suis tenue. J'ai eu beaucoup de réflexions dans ce contexte aussi, donc je tiens à interpeller la population par rapport à ça. Parce que c'est vrai que quand vous abordez presque la trentaine, il y a beaucoup de réflexions à ce sujet. Ah oui, et le bébé, pourquoi tu veux pas faire d'enfant et tout ça. Sauf que il faut que la population sache que il y a plusieurs profils. Chaque personne a son cheminement et son parcours. Donc vous avez des personnes comme moi qui ont vécu l'inceste ou même des violences sexuelles ou des traumas sexuels. Ces personnes ne se sentent pas rassurées par rapport au fait de vivre l'expérience de la maternité, tout simplement parce que il faut se sentir sécurisé émotionnellement, avoir aussi un cadre bienveillant, sain et équilibré, et être déjà soi-même en phase et être au clair aussi avec soi-même pour pouvoir aborder le projet d'une maternité. Et bien entendu, la parentalité de façon harmonieuse se fait à deux. Donc il faut être aussi en accord et en résonance avec son partenaire de vie, si on peut le dire comme ça. Donc c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a vécu des violences sexuelles ou qui en plus se cristallise aussi en trauma, de surcroît avec mon profil, c'est-à-dire qui a vécu de l'inceste,
il faut aussi que votre partenaire de vie soit en phase avec ce qui vous est arrivé, votre chemin de reconstruction, votre parcours de reconstruction identitaire, et que tout se passe avec harmonie et bienveillance. Maintenant, dans l'absolu, tout ne peut pas être parfait, mais il faut que cette personne se sentent aussi sécurisés dans ce relationnel. Et il y a aussi la notion de clan familial. Donc quand j'ai travaillé au niveau du développement personnel et du transgénérationnel, j'ai appris aussi que par rapport à la notion du clan familial, surtout quand vous êtes dans une problématique d'inceste, au niveau spirituel, si je peux me le permettre dans ce podcast, il faut savoir que le partenaire en question, donc surtout entre guillemets le protagoniste masculin, se sentira pour certains en danger. Voilà, dans le subtil, il se sentira en danger. Donc en général, moi je vous invite à être vigilante pour toutes les victimes de violences sexuelles ou de traumas sexuels et de surcroît d'inceste, à travailler sur cette thématique du transgénérationnel, donc du clan familial, parce que vous pouvez vous retrouver en situation de parents isolés par la suite, ou même une fuite du partenaire pendant une période courte ou plus longue, tout simplement parce qu'il y a une notion de danger dans le subconscient de cette personne, même si elle ne l'a pas identifié. Donc j'ai eu aussi ce parcours. C'est en faisant des investigations sur ce qui m'est arrivé, en cherchant à savoir aussi quel est l'auteur de ce viol incestueux dans ma dynamique de vie, que j'ai pu aussi savoir que la notion de clan familial par rapport à la dangerosité, par rapport à la paternité, peut poser problème aussi dans le spirituel. Alors, tu es professionnelle de santé paramédicale depuis l'âge de 20 ans. Est-ce que tu penses que ton vécu a influencé ton choix de carrière ? Vers quel âge tu t'es dit « Ok, je souhaite aider les autres » ? À l'âge de 15 ans, j'ai voulu devenir professionnelle de santé. Donc, je me suis orientée dans une carrière de BEP, carrière sanitaire et sociale. Après, j'ai fait l'école d'aide-soignante. Par la suite, j'ai aussi passé avec succès plusieurs concours infirmiers où j'ai réussi sur liste principale. Donc j'ai fait le cursus infirmier aussi. Et vous dire si c'est le syndrome du sauveur qui résonnait avec moi, je ne sais pas. Mais par la suite, en abordant les premiers mois de maternité, je me suis aperçue qu'il y avait une belle résonance avec le syndrome du sauveur. Du coup, j'ai commencé à relativiser et à rentrer dans une réflexion spirituelle par rapport à mon cheminement de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et à l'entrée dans cette carrière. Puisque effectivement, dans la thématique professionnelle, j'ai pu avoir aussi des personnes qui, de loin ou de près, ont pu avoir aussi une histoire qui est similaire à la mienne. Et donc du coup, ça m'a permis de me recentrer, de me poser des questions afin de déclencher une conscientisation personnelle sur mon avancement, sur mes objectifs, mes ambitions, mon épanouissement, tant au sein de la maternité qu'au niveau individuel, afin que je puisse vraiment développer mon leadership, développer vraiment mon ikigai, c'est-à-dire ma mission de vie et d'âme, et pouvoir arriver à une renaissance que je vais aborder par la suite avec vous à la fin de ce podcast. Donc toujours sur comment cette expérience a-t-elle influencé votre vie au fil des années. Donc par la suite, je rentre à la Martinique et je reprends mon emploi de professionnel paramédical. Alors à 33 ans, tu vas devenir maman. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Voilà, raconte-nous un petit peu s'il y avait cette angoisse de la maternité. Est-ce que c'était toujours présent ? Est-ce que ça s'était calmé ? Donc à 33 ans, je deviens mère. Donc ressurgit cette angoisse
de la maternité, du devenir, de la notion de dangerosité par rapport au clan familial. J'ai une femme qui est assez proche de moi, qui est aussi une collègue, qui me contacte afin de me dire, me sensibiliser par rapport au fait qu'en devenant mère et de surcroît d'une petite fille, d'être prudente, et me relate à nouveau les faits qui m'ont été relatés à l'âge de 12 ans avec un peu plus de précision sur les auteurs. Et après avoir eu plus de détails sur les auteurs, tu as pu prendre le temps pour toi de te recentrer. J'imagine que parfois, être avec la famille, ça pouvait potentiellement te faire repenser au passé, inconsciemment. Voilà, comment est-ce que tu as pu prendre du temps pour toi, essayer de te concentrer sur ta famille à toi, c'est-à-dire ton petit cocon familial, hors parents, tantes, oncles, etc. Je prends un peu plus de distance au niveau familial. Et au niveau sentimental, ça se passait comment ? Est-ce que tu arrivais à gérer émotionnellement ? Et donc c'est vrai que les relations amoureuses ne sont pas forcément positives, elles sont pas forcément épanouissantes parce que vous avez une sphère émotionnelle qui est quand même accrue, avec des choses qui ne sont pas réglées tant dans le transgénérationnel qu'aussi au niveau individuel me concernant. Donc, bien entendu, je parle aussi des lignées féminines et masculines, des lignées maternelles et paternelles, puisque voilà, c'est quand même une systémie. Donc, je commence à me développer spirituellement, à cheminer, à me former spirituellement aussi par rapport à pas mal de thématiques. Et je commence aussi à m'interroger sur mon arbre généalogique, les maladies, les symptômes, et la conscientisation vis-à-vis du viol et de l'inceste. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus de guérison que tu as entrepris après avoir vécu tout ça ? C'est même pas vécu, c'est survécu, je dirais, à cette expérience qui est traumatisante. Quelles étapes ont été les plus importantes pour toi dans ce que je dirais ce voyage vers la guérison ? Bien, cette expérience aussi, elle m'a influencée tant sur les formations spirituelles que j'ai pu mener. Elle m'a aussi mise en connexion avec le tantra. Donc, c'est tout ce qui est développement personnel sur l'énergie sexuelle à viser d'élévation spirituelle. Voilà. J'ai eu besoin de me renforcer en adoptant cette pratique au sein de ma vie de façon quotidienne. Je me suis rapprochée aussi de la connexion ancestrale caraïbéenne. Donc, c'est-à-dire rechercher mes racines, savoir le parcours de mes ancêtres et raisonner avec eux. Et bien entendu, donc j'ai commencé à me développer au niveau de développement personnel, tout ce qui est pratique spirituelle, de chamanisme, de méditation. Ah oui, et tu as créé un Instagram aussi. Quels sont les thèmes abordés dessus ? Donc c'est Tia Diamond qui met en place des contenus et des partages par rapport à ma conscientisation et guérison émotionnelle par rapport à tout ce qui est violence sexuelle et trauma sexuel, ainsi que le deuil périnatal, mais ce sera abordé dans un autre podcast. Et je fluidifie et j'harmonise à travers ma vision en partageant pour la population toutes mes expériences, tant sur le plan formation que sur le plan bien sûr self-love, tout ce qui est rituel et tout ça. Tu es aussi formée en psychosexologie. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'ai mis en place des prestations en ce sens. Je facilite aussi des ateliers pour la population avec d'autres thérapeutes autour de la psychosexologie et de l'élévation positive de l'énergie sexuelle et de l'harmonisation, tout ce qui est renaissance des victimes de violences et de traumas sexuels. Pour toi, Tatiana, quels ont été tes défis spécifiques ? Alors, au niveau des défis spécifiques et des moments, c'est vrai que quand vous abordez la guérison de la lignée familiale, donc entre guillemets en langage dit vulgaire, donc le cheminement du mouton noir, vous pouvez vous sentir isolé parce que les gens ne vont pas forcément vous comprendre sur le moment. C'est quand vous prendrez le temps de vous poser et
d'analyser les émotions, de pouvoir les ressortir et aussi les exprimer, que dans votre cercle restreint, privé, ainsi que au niveau de la population, les choses pourront être mieux perçues et qu'on pourra à ce moment-là commencer soit à cheminer à vos côtés ou comprendre votre posture. Donc au niveau des défis spécifiques, c'est surtout lors des vacances de Toussaint 2023, j'ai compris qu'il était important de travailler sur la notion d'ancestralité par rapport au transgénérationnel ou dans les lignées familiales féminines ou masculines. Il peut y avoir ces schémas répétitifs de viol ou d'inceste qui ressurgissent et qui font de nombreuses victimes. Donc le défi pour moi en novembre 2023, c'est d'avoir mis en œuvre une connexion ancestrale afin de demander l'apaisement des lignées. J'ai été guidée par rapport à cette connexion par une personne qui est facilitatrice dans ce domaine. Voilà, donc ça a procuré beaucoup d'apaisement à mon niveau parce que je tenais à expliquer au niveau spirituel que effectivement la culpabilité n'a pas à être sur mes parents parce qu'effectivement j'étais gardée dans un cadre privé familial et que cette personne qui m'a lésée dans mon enfance et où il y a eu beaucoup d'impact au niveau de ma vie d'adulte aussi, avant que je décide de me réapproprier mon cheminement de vie et ma souveraineté personnelle, je souhaitais l'apaisement au niveau des lignées ancestrales, tant du côté paternel que maternel. Voilà, parce que l'objectif n'était pas d'accuser quiconque. Il est vrai que cet auteur doit prendre ses responsabilités et doit rendre compte au niveau réparation dans toutes les dimensions de ma systémie de vie. Mais cependant, tout le clan familial n'a pas à payer pour cette personne qui a été malveillante. Et j'ai eu besoin de me rendre dans cet événement, qui est un boucantage, qui s'est tenu à la Martinique en novembre 2023 pour pouvoir conscientiser cette information et pouvoir adopter cette posture afin d'aller vers un mieux-être au niveau de mon épanouissement dans ma sphère privée. Est-ce que tu penses en parler un jour à ton enfant de ce qui t'est arrivé ? Je m'apprête aussi à cheminer tranquillement pour expliquer à mon enfant aussi ce que j'ai subi dans un langage adapté dans mon enfance à l'âge de 2 ans. Alors je sais que tu as débuté un long cheminement pour la guérison. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce que tu as fait, c'est-à-dire en tout cas toutes les techniques, toutes les activités que tu as pu faire qui ont fonctionné pour toi? J'ai d'abord débuté par des soins énergétiques en 2017. Après, j'ai fait beaucoup d'hypnose, braid spotting, beaucoup de méditation. J'ai participé à des séminaires de festivals féminins sacrés, festivals de féminin masculin sacré. J'ai effectué des séminaires mensuels sur une période de plus de 6 mois de tantra en présentiel. J'ai fait des méditations sur la yoni, sur les seins, bénédiction des seins. J'ai aussi effectué des consultations avec une psychologue clinicienne pour travailler sur la relation de toxicité parentale, c'est-à-dire au niveau de mes parents. J'ai effectué aussi des bains en rivière, des bains rituels en rivière.
J'ai effectué de la méditation aquatique pour revenir vers une vie fétale utérine. Je crois que c'est bien sûr, j'ai effectué aussi des massages énergétiques et des connexions à l'ancestralité. Et je me suis rapprochée aussi de la spiritualité caribéenne qui est maintenant l'un des piliers de ma systémie de vie. Selon toi, quelle a été l'étape ou les étapes les plus importantes? L'acceptation de ce qui m'est arrivé, le fait de reconnaître que j'ai été une victime, que j'étais innocente et que je n'étais pas coupable parce qu'on m'a élevée dans une sphère de culpabilité. Voilà. Ensuite, le fait aussi de devenir mère, ça m'a ouvert des portes spirituelles, ça m'a permis de transcender, de transmuter ma condition de victime et d'avoir une posture maintenant où je demande réparation tant au niveau spirituel qu'au niveau sociétal, mais le plus important pour moi est au niveau spirituel. Le fait aussi de travailler aussi sur la notion de pardon par rapport à mes parents, c'est-à-dire le fait de comprendre qu'ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient et de ne pas les pointer du doigt, au contraire de travailler sur la relation de pardon et de développer cette connexion ancestrale afin d'apaiser les deux lignées. Ce qui m'a aussi permis d'aller vers ce voyage de guérison, c'est le fait de prendre la parole et de pouvoir verbaliser ce que j'ai vécu, de pouvoir faire reconnaître à mon niveau personnel, c'est-à-dire avec humilité, faire passer à la population le message que toute personne qui est victime de viol ou d'inceste ou même de violence sexuelle ou de trauma sexuel n'a pas à se sentir coupable. Elle est légitime de libérer la parole, elle est légitime de vouloir actionner une démarche judiciaire et elle est légitime aussi de vouloir harmoniser les choses dans le spirituel tout en restant dans la bienveillance et dans l'impartialité, c'est-à-dire neutralité. Et le fait aussi de ne plus me nier, de me réapproprier mon cheminement de vie, de me réapproprier mon histoire, que ce ne soit plus les autres qui la racontent à ma place, mais que ce soit fait par moi, avec mes mots, avec la fluidité des émotions au moment T, et bien sûr la conscientisation que quel que soit votre parcours, quelle que soit votre situation initiale, le plus important, c'est l'énergie d'amour et de bienveillance et de paix intérieure que vous envoyez vers vous afin de pouvoir élever vos vibrations et d'atteindre votre objectif de vie avec harmonie. Le soutien de ton entourage, est-ce qu'il a joué, je dirais, un rôle crucial? Comment ces personnes ont-elles contribué à ton rétablissement ou non? Donc le soutien de mon entourage, en fait, quand j'étais petite, on m'a beaucoup accablée, beaucoup pointé du doigt, comme si c'était le bébé de 2 ans qui était fautive. Les personnes, en fait, en ne me relatant pas ce qui m'était arrivé, pensaient que j'allais avoir un autre avenir, alors que pas du tout. Et à 12 ans, lorsque ça m'a été relaté, ça a eu un effet boomerang, bombe à retardement. Et je n'ai pas du tout été accompagnée de façon efficiente vers une guérison émotionnelle. J'ai plutôt été coucounée, surprotégée, voilà. Oui, effectivement, j'ai pu voir un professionnel, mais je pense que chaque victime a le droit de choisir son professionnel. Et quand on est dans une sphère de surcroît d'enfance, ce n'est pas évident de choisir son professionnel. Donc, arrivé à l'âge de 40 ans, j'ai effectué une consultation avec une psychologue clinicienne afin d'harmoniser ma décision et j'ai déposé un dépôt de plainte par rapport à cet événement que j'ai vécu en 1982. Par la suite, 2 mois après, j'ai su que j'étais enceinte,
Donc voilà, et grâce à mon fils, en fait, j'ai eu le courage de pouvoir prendre position et affirmer mon statut de légitimité par rapport à ce qui m'était arrivé, et de libérer la parole tant sur le plan investigation au niveau de la démarche de plainte, et bien sûr au niveau de la population, c'est-à-dire la transmission d'une ancienne victime par rapport au fait qu'elle ait été lésée dans une sphère sexuelle. Bien sûr, dans le but de pouvoir aider les autres victimes à s'épanouir et à harmoniser leur sphère de vie. Donc en fait, j'ai ma sœur qui a 4 ans de moins que moi, qui m'a beaucoup épaulée, qui m'épaule toujours dans tout ce que je mets en place pour la population. Bon, c'est vrai que j'ai dû expliquer à certains de mes proches ma posture et ma vision des choses afin qu'ils comprennent bien, et ils prennent de mes nouvelles régulièrement pour savoir comment je vais, comment je me porte, et les choses sont fluides. J'ai aussi des collègues qui voient mon évolution et sont enchantés du parcours que j'entreprends dans la transmission à la population et pour la conscience collective au niveau de la guérison émotionnelle. Donc ces personnes aussi qui sont des collègues sont aussi des personnes qui me soutiennent. Bien sûr, quand vous parlez de notion de rétablissement, alors le rétablissement, en fait, il se situe pour moi dans le fait de m'apporter de l'amour, de m'apporter aussi de l'attention, de prendre des moments de détente, de plaisir et d'épanouissement, afin de toujours rester centré, ancré, et bien sûr d'être en paix intérieure et de toujours être au clair avec ce que je veux exprimer et ce que j'ai envie de vivre. Quel conseil tu peux donner à d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires à la tienne et qui cherchent tout simplement à surmonter les traumatismes de leur passé, ou qui subissent malheureusement actuellement ces atrocités et qui ont peur de sortir du silence? Alors moi, à ces personnes qui ont vécu des expériences similaires, qui cherchent à surmonter leur traumatisme de leur passé ou qui subissent actuellement ces atrocités et ont peur de sortir du silence, tout d'abord, moi, je leur dirais de faire tout leur possible pour s'extirper de cette situation. Donc, alors ça dépend de votre profil. Pour ceux qui souhaitent s'extirper de la situation, le mieux c'est la plainte, le dépôt de plainte, se rapprocher d'associations de victimes de violences sexuelles. Voilà. Ensuite, pour celles qui ont déjà abordé ce virage, je leur conseillerais d'effectuer quelques séances avec un psychologue clinicien, donc que ce soit homme ou femme, ça c'est leur sensibilité, et par la suite de développer une relation avec des professionnels qui travaillent sur le développement personnel, afin de pouvoir se développer avec harmonie au niveau de la construction identitaire, aller chercher les émotions qui sont enfouies, travailler sur leur spiritualité, faire de la méditation, ne pas avoir de crainte concernant l'hypnose. Il y a différentes techniques d'hypnose, elles ne se ressemblent pas toutes. Et aussi de s'apporter beaucoup d'amour, tant dans leurs soins corporels, de parler à leur corps, de visualiser leurs organes génitaux, de les bénir, de aussi conscientiser dans la paix et l'harmonie tous les aliments qu'ils portent au sein de leur bouche, c'est-à-dire de soigner, de prendre soin de leur alimentation, de nourrir leur corps comme si c'est leur temple, voilà, cette notion de temple sacré, et de vraiment travailler sur le féminin et le masculin pour pouvoir retirer le meilleur de leur essence, c'est-à-dire respecter leur entièreté et s'honorer au quotidien. Voilà.
Alors, si elles le peuvent, si elles le ressentent, ce n'est pas une obligation. Moi, je leur conseillerais de partager leur expérience, leur cheminement. Une fois qu'elles arrivent à harmoniser leur sphère de vie et que tout est bienveillant, bien sûr, il y aura toujours des choses qui peuvent ne pas aller. Dans la vie, tout est fluctuant, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou financier. Mais le plus important, c'est de s'apporter une certaine harmonie de vie. Donc, de ne pas hésiter à témoigner pour pouvoir permettre à d'autres victimes de prendre confiance en elles et de pousser ce voile par rapport au silence et au non-dit. Je leur conseillerais aussi, si possible, de travailler avec des thérapeutes qui œuvrent sur les traumas sexuels et sur les violences sexuelles. Voilà. L'écriture aussi est importante car elle permet aussi de déposer les émotions, de pouvoir analyser des choses sur lesquelles on n'aurait pas porté attention. C'est-à-dire que vous prenez un cahier et vous déposez les émotions, les ressentis. Vous pouvez y aller plusieurs fois par jour, ou bien soit le matin ou soit le soir, comme vous voulez. Ça vous sert aussi de poubelle émotionnelle. Donc à ce moment-là, il faudra prendre les feuilles et les brûler par la suite, ou sinon simplement déposer en écrivant et en conscientisant votre cheminement, votre parcours. Je tiens à véhiculer que vous pouvez avoir de l'écriture avec des propos qui soient négatifs, que vous avez besoin d'extérioriser, mais à ce moment-là, à la fin, il faudra brûler les feuilles tous les jours. Et concernant les propos et les arguments concernant votre cheminement, si ce sont des propos positifs, vous pouvez les garder ou les brûler comme vous le voulez. Alors, je tiens aussi à vous dire que vous pouvez vous accompagner de lithothérapie. Donc, vous avez le quartz rose qui apporte de la douceur. L'huile essentielle de rose aussi a de très très belles vibrations et au niveau aromathérapie, c'est celle qui a la plus haute fréquence. Au fil de ton parcours, quelles sont les réalisations ou les moments qui te rendent particulièrement fière de la personne que tu es devenue aujourd'hui ? Au fil de mon parcours, déjà la première chose, c'est le fait d'avoir eu l'opportunité et l'honneur d'être une mère parce que je fais partie des personnes qui estiment que l'âme m'a choisie. Ensuite, je suis vraiment très heureuse de pouvoir contribuer à la conscientisation de la guérison émotionnelle pour la population. Je suis aussi très fière du fait d'avoir pu rejoindre un cursus de praticienne en psychosexologie où je m'épanouis et pouvoir désormais proposer ces accompagnements à la population. Et je suis aussi très fière du fait que je transmets au niveau ancestral la vision spirituelle de nos aînés à mon enfant. Voilà. Et bien entendu, par rapport à cette situation de victime où on ne cessait de m'accabler dans le cadre familial, et même au niveau social, je suis très fière de ma posture, je suis très fière aussi d'avoir relativisé tout ce parcours et d'avoir repris cette souveraineté personnelle par rapport à mon histoire de vie. Il est évident que je ne suis plus la même personne. J'ai atteint une forme de renaissance que je continue de peaufiner jour après jour. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, ce travail personnel, ce développement personnel. Et c'est avec humilité et beaucoup d'amour, de paix et d'harmonie que je continue à me former pour pouvoir transmettre à la population avec bienveillance et neutralité. Parce que je tiens aussi à expliquer aussi aux personnes que il se peut aussi que parmi ces personnes qui se permettent de léser sexuellement, de heurter, de même, si vous voulez, provoquer une fracture d'âme chez les victimes lors de ces événements et situations traumatiques de viol ou d'inceste, dans ce long cheminement de conscientisation et de travail spirituel, si vous voulez,
de façon éclairée, il se peut aussi que certaines personnes qui ont fait ce choix d'atteindre l'intégrité énergétique et physique de ces victimes et aussi la mienne, elles ont pu être aussi victimes dans leur enfance ou même à l'âge d'adolescence ou en tant qu'adulte. Donc la bienveillance est requise, la notion de pardon est requise, mais d'abord pour atteindre la notion de pardon, il faut d'abord passer par l'acceptation de cette dite situation. Et voilà, c'est à chacun de savoir s'il veut rester en bon terme ou en contact avec sa famille ou autre. Mais vous avez aussi effectivement le choix du pardon, vous avez le libre arbitre sur votre posture. Voilà. Mais voilà, je voudrais juste faire cette parenthèse pour vous dire aussi que il y a la notion effectivement de prédateur sexuel, mais il y a aussi la notion qu'une personne qui met en place un comportement d'infraction pénal à caractère sexuel peut être quelqu'un qui a été tout simplement aussi été victime durant son enfance ou dans son parcours de vie. Cela n'excuse en rien ce comportement, mais c'est juste quelque chose qu'il faut conscientiser sur une information sur laquelle il faut travailler quand vous voulez aller vers la notion du pardon. Eh bien, je tiens à te remercier pour avoir eu le courage de partager ton histoire avec nous aujourd'hui. Moi aussi, merci pour cette opportunité d'avoir pu échanger. Et c'est avec une belle harmonie et beaucoup de paix que je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite aussi à tous ceux qui ont traversé ces moments ou qui traversent des moments difficiles de violence sexuelle ou de trauma sexuel, je vous souhaite de belles libérations. J'espère que cet épisode, en tout cas, pourra apporter du soutien et de l'espoir à ceux qui traversent des épreuves similaires. Si vous souhaitez échanger avec Tatiana, je mets toutes ces infos en description de l'épisode et vous pouvez également la retrouver sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Vous étiez sur État d'âme, prenez soin de vous. On the way to being free.